Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée, à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, plusieurs choses. Déjà, on va remarquer le marquage au sol. Donc, à droite, qu'est-ce qu'on a ? On voit que la voie de droite, elle est délimitée par des lignes épaisses discontinues qui caractérisent donc une voie réservée. Que dit le marquage au sol ? Le marquage au sol dit que cette voie est réservée au bus, vous voyez, c'est écrit bus, et au vélo. Il y a un petit vélo qui est dessiné. En plus de ça, regardez maintenant la signalisation verticale. Donc, on a un panneau ici d'obligation, donc bleu, rond sur fond bleu, panneau d'obligation qui indique aux bus qu'ils sont obligés de prendre cette voie réservée pour circuler sur cette rue. En plus de ça, en dessous de ce panneau, on a un panonceau qui précise le panneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un panonceau ? Il précise le panneau qu'il y a au-dessus. Vous vous souvenez, lors de préséance. Et donc ici, on a une précision, il y a un vélo qui est dessiné, et en fait qui indique que les vélos sont autorisés à rouler sur la voie de bus. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est
sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle est super importante, car tu as 95% de chances de tomber dessus lors de l'examen officiel. Alors, concernant le dépassement des cyclistes, 2 cas vont se présenter à toi. Tout d'abord, le cas en agglomération et le cas hors agglomération. Commençons par le cas en agglomération. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre mon véhicule et l'usager vulnérable. Dans le cas hors agglomération, lors d'un dépassement d'un usager vulnérable, ici un cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Alors, attention, petit point à retenir, c'est valable pour les cyclistes et c'est valable pour tous les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les motos, ceux qui circulent en engin de déplacement personnel, c'est-à-dire les trottinettes. Donc ça, c'est valable pour tous les usagers vulnérables, y compris les cyclistes. Vu que la question est importante, on va faire un petit récapitulatif. Donc, en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Hors agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Pour un passager, la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Dans cette situation, ce passager adulte encourt une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire autant pour le passager que le conducteur. Concernant les passagers, alors, il faut bien faire la différence entre les passagers majeurs et les passagers mineurs. Les passagers majeurs ont donc l'obligation de porter la ceinture de sécurité, et s'ils ne la portent pas, ils risquent une amende de 135 €. Si c'est un passager mineur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, alors c'est le conducteur qui est considéré comme responsable et le conducteur aura à payer l'amende de 135 €. Dernier cas, si c'est le conducteur qui ne porte pas sa ceinture, alors là c'est différent. C'est une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire.
Ici, sur la photo, comme tu le vois, ce passager adulte n'a pas sa ceinture, donc il encourt une simple amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 6. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 7. Lors d'un emprunt de véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure d'avoir les documents obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, quand on emprunte un véhicule, donc la première chose à faire, c'est de régler les sièges, les rétroviseurs, enfin, tout ce qui concerne l'installation, et ne pas conserver les réglages du propriétaire. Ensuite, effectivement, c'est d'avoir tous les documents obligatoires. Alors, n'oubliez pas, les documents obligatoires, ça va être déjà votre permis de conduire, ça va être la carte grise du véhicule, et également la preuve du contrôle technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'assurance sur vous. Par contre, vérifiez que le véhicule est bien assuré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 8. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je cède la priorité à gauche. Réponse B. Je cède la priorité à droite. Alors ici, comme tu le vois, quand on rentre dans un carrefour à sens giratoire, on a un panneau céder le passage. Donc ici, sur un carrefour à sens giratoire, on cède le passage aux véhicules qui viennent de gauche. Hein, contrairement à ce qu'on peut avoir quand on aborde par exemple un rond-point. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je cède la priorité à gauche. Question numéro 9. Les deux roues motrices sont plus faciles à percevoir qu'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, effectivement, les deux roues motrices sont plus difficiles à percevoir qu'une voiture. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont moins grandes. Regardez ici, dans la petite animation, on voit votre champ de vision dans la voiture, en vert. En rouge, c'est les angles morts. Donc, une moto, par exemple, dans l'angle mort avant, ne sera pas perceptible, ou alors très mal. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 10. Après un déménagement, je dispose d'un mois pour modifier mon certificat d'immatriculation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, après un déménagement, vous êtes dans l'obligation de modifier votre certificat d'immatriculation et vous disposez d'un mois pour le faire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité? C'est la distance minimale réglementaire qui me sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par un véhicule en 2 secondes. Alors, tu peux estimer cette distance de sécurité grâce aux lignes de rive. Pour avoir une distance de sécurité réglementaire, tu dois avoir 2 lignes de rive entre toi et le véhicule qu'il y a devant toi. Si on revient sur notre situation, on remarquera que entre nous et le véhicule qu'il y a devant nous, il n'y a qu'une seule ligne de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas suffisante. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Je me suis trop rapproché. A. Je ralentis. B. J'accélère. C. Je dépasse. Alors, dans ce cas-là, vous remarquerez qu'il y a sur le rétro gauche une moto assez proche de nous sur la voie de gauche, donc sur la voie de dépassement. Alors, vu que je me suis trop rapproché, est-ce que accélérer va m'aider? Ben non, accélérer va me rapprocher encore plus de la voiture qui me devance et donc diminuer les distances de sécurité. Est-ce que je dépasse? J'aurais pu dépasser si j'étais trop proche. Cependant, il y a une moto derrière qui est assez proche. Donc la seule solution ici est la réponse A. Je ralentis. Question numéro 14.
Cette conduite est A. Dangereuse, B. Autorisée, C. Interdite. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire en conduisant. Alors, on va remettre la vidéo depuis le début. Alors, regardez. Alors, là, pour l'instant, il est en train donc de dépasser le véhicule. Il roule à 131 km/h. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il dépasse un véhicule, il a le droit. Par contre, là, regardez. Hop, on voit qu'il a passé une ligne de dissuasion. Passer une ligne de dissuasion, c'est totalement interdit. Une ligne de dissuasion est là pour vous dissuader de passer la ligne. Donc, vous avez le droit de dépasser un véhicule quand il y a une ligne de dissuasion, seulement si c'est un véhicule lent. Ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 15. Je roule à 128 km/h sur autoroute. Réponse A. Je me rabats immédiatement. Réponse B. Je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. Alors ici, encore une fois, pour répondre à cette question, il faut bien connaître son code de la route. Un camion, sur autoroute, a une vitesse maximale réglementaire de 90 km/h. Il ne peut pas dépasser cette vitesse. C'est interdit pour un poids lourd. Par contre, nous, on a un véhicule léger, on est sur autoroute, la vitesse maximale réglementaire est de 130 km/h. Actuellement, je roule à 128 km/h. Donc, en fait, je vais être obligé, de manière matérielle, de manière physique, de dépasser le camion qu'il y a devant moi. Parce que entre moi et le camion, il y a 40 km/h de différence. Donc ici, c'est évident, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Je dépasse les deux camions en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois, qui est redondante, parfois plusieurs fois dans la même série, dans les questions de la nouvelle, dans l'examen de la nouvelle réforme. Donc là, c'est logique. On dépasse les deux camions en même temps. On est sur la file de gauche, personne derrière, très bonne visibilité, et puis si on se rabat, on pourra plus avoir une distance de sécurité minimale de 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. La fatigue allonge le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le temps de réaction pour un être humain en état normal est de 1 seconde.
Ce temps de réaction peut augmenter selon plusieurs facteurs. Par exemple, la prise d'alcool, la prise de médicaments, la prise de stupéfiants, mais également un état de fatigue prononcé va rallonger le temps de réaction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. L'autopartage permet de limiter les embouteillages, oui réponse A, non réponse B. De limiter les émissions de CO2, oui réponse C, non réponse D. Alors oui, effectivement, l'autopartage permet de limiter les embouteillages et également de limiter les émissions de CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 19. Question numéro 21. Les branches des lunettes peuvent affecter le champ de vision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors la notion de champ de vision, on va pas la traiter aujourd'hui parce que là on est sur un test. Bon là je vous ai mis une petite image que vous pouvez retrouver sur le cours de la formation. Donc je vous laisse aller dans la formation pour voir vraiment ce que c'est que le champ de vision. Alors concernant les lunettes, alors bien sûr la largeur des branches sur les lunettes, notamment les lunettes de soleil, peuvent affecter le champ de vision. Donc, privilégiez toujours des lunettes avec des branches minces pour avoir le champ de vision le plus étendu possible. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Sur le trottoir de droite, je peux stationner, oui réponse A, non réponse B, m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, attention, le trottoir, c'est réservé aux piétons. Ce n'est pas réservé aux voitures. Il est strictement interdit pour les voitures d'aller sur le trottoir. Donc interdit de stationner et interdit de s'arrêter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 21. Cette voiture a un moteur diesel. Oui réponse A, non réponse B. Alors, regarde ici, il y a toutes les couleurs de pistolets que tu pourras retrouver dans une station-service. Alors, c'est quand même important. Écoute bien. Alors, tu retrouveras souvent 2 pistolets verts, un pistolet bleu, un pistolet orange et un pistolet jaune. Alors, les pistolets verts, ça c'est pour les véhicules à moteur essence. Alors, il y a 2 types de carburant. Il y a le samplon 98 et le samplon 95. En général, pour savoir si c'est du 98 ou du 95, c'est inscrit sur la petite languette là quand tu mets ton essence. Ensuite, en bleu, on a l'éthanol. Donc ça, c'est pour les voitures qui ont un boîtier éthanol. En général, c'est des véhicules aussi à moteur essence.
Ensuite, il y a le pistolet orange. Le pistolet orange, ça, c'est pour les moteurs diesel. Et après, tu vas me dire, bah oui, mais le jaune, c'est aussi diesel. Alors oui, alors le pistolet orange et jaune, ce sont pour les moteurs diesel. Cependant, ils n'ont pas la même qualité. L'Excellium a une meilleure qualité que le diesel, tout simplement. Donc voilà. Donc ici, la couleur du pistolet étant jaune, on est donc sur un moteur diesel. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 22. À l'intersection, réponse A, je marque l'arrêt. Réponse B, je cède le passage à gauche. Réponse C, je cède le passage à gauche et à droite. Alors ici on se retrouve donc sur une intersection donc qui est régulée par un panneau stop. Donc quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, il y a un panneau stop, alors je marque l'arrêt, qu'il y ait des usagers ou non à l'intersection. Ici en l'occurrence c'est un tramway. Donc je cède le passage à gauche, au tramway venant de gauche, mais également au tramway venant de la droite. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 23. Mon regard se porte principalement, réponse A, en A, réponse B, en B. Alors ici, c'est encore évident. Mon regard va principalement se tourner vers la zone B, c'est-à-dire vers le feu qui indique l'ouverture et la fermeture de la barrière. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que l'intervalle de sécurité pour dépasser un usager vulnérable hors agglomération est de 1,50 m. Aussi ici, tu vois bien qu'on est dans un virage et qu'on manque de visibilité. Une voiture pourrait venir en sens inverse. Donc, je ne peux pas dépasser ce cycliste pour le moment. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout,
active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. Je peux m'arrêter sur l'emplacement à droite pour téléphoner à un ami? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement en cas d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez le panneau qui est juste à droite. Ce panneau d'indication indique un emplacement pour le stationnement et même l'arrêt. D'accord? Donc, et à ne pas confondre avec ce panneau qui indique l'emplacement d'un arrêt d'urgence, où on peut s'arrêter seulement en cas d'urgence. Donc, ici, cet emplacement est autorisé donc à l'arrêt ou au stationnement, et je pourrais téléphoner à un ami, je pourrais me reposer, peu importe. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 26. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on se remet la vidéo. Regardez bien le rétroviseur intérieur et extérieur. On voit un véhicule qui se rapproche, qui grossit dans les rétros. Jusqu'à ce que, regardez là, hop, on le voit plus. Donc, il est passé dans l'angle mort. Donc ici, est-ce que je peux dépasser le véhicule? La réponse est non. Question numéro 27. La portée des feux de croisement est de réponse A, 30 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors
alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 28. Cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur le flanc d'une roue, il y a plusieurs indices. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi une roue? Ça a l'air d'être une question simple comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, une roue, elle est constituée de deux choses. Tout d'abord, elle est constituée d'un pneu. Un pneu, c'est fait en caoutchouc. Donc ce pneu, il aura une hauteur qu'on va appeler le flanc et une largeur qui constituera sa bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en contact avec la route. Ce pneu, il va être solidifié par ce qu'on appelle une jante. La jante, c'est la structure du pneu. C'est ce qui donne la solidité au pneu. En général, c'est une jante métallique. Alors, il y a plusieurs indications sur le flanc d'un pneu qu'on appelle des indices alphanumériques. Alpha pour alphabet, numérique pour numéro. Donc des indices qui ont un code fait de lettres et de numéros. Alors, ici, regardez par exemple. Ici, on a par exemple la dimension du pneu. Ici, 215, ça veut dire que la largeur du pneu est de 215 mm. Un peu plus loin, on aura ce qu'on appelle l'indice de charge et de vitesse. Donc, 96, ce sera l'indice de charge. Ça indiquera en fait la masse que peut supporter cette roue. Attention, 96, c'est pas en kilos, hein, c'est un indice. Et ensuite, juste après, une lettre qui va représenter son indice de vitesse, c'est-à-dire la vitesse que la roue peut supporter. Ensuite, très important aussi, vous voyez, on a ce qu'on appelle le dot. À la fin du dot, on a une série de
4 chiffres. Par exemple, ici, 35, 17. En fait, c'est la date de fabrication du pneu. Alors, comment on lit ça? 35, ça veut dire 35e semaine, et 17, l'année 2017. Alors, pourquoi c'est important? Alors, ce sera déjà pour toi important quand tu achèteras une roue. Savoir si ton prestataire ne t'a pas mis une vieille roue. En plus de ça, il faut que tu saches que une roue a une date de péremption. C'est-à-dire que au-delà de 10 ans, la roue n'est plus viable. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'indicateur d'usure. En général, il est triangulaire, mais il peut être aussi noté TWI. Alors TWI pour Tread Wear Indicator. C'est en fait l'indicateur du témoin d'usure. Donc ici, est-ce que cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Je peux conduire dans tous les pays de l'Union européenne avec, réponse A, mon permis probatoire, réponse B, ma déclaration de perte du permis de conduire. Alors sachez qu'il est interdit de circuler en Union européenne seulement avec votre déclaration de perte du permis de conduire. Par contre, vous pouvez rouler avec votre permis probatoire. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. En cas de long trajet, je dois prendre une pause toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très importante parce que c'est une question qui tombe souvent au code de la route. Donc, lors d'un long trajet, ou même tous les trajets qui excèdent 2 heures, tu dois prendre une pause d'environ 15 à 20 minutes minimum toutes les 2 heures afin de diminuer les effets de la fatigue. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 31. La signalisation indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a un feu rouge. Sur ce feu rouge, on a un panneau de priorité. Alors, ce panneau de priorité indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Cependant, il y a une nuance. Pourquoi? Lorsqu'il y a un panneau de priorité sur un feu rouge, ce panneau est valable seulement si le panneau est en panne. Tout simplement. Si le panneau, si le feu donc clignote à l'orange, alors oui, le panneau va substituer le feu parce que le feu est en panne. Donc, or ici le feu marche très bien. D'ailleurs, regardez, il est au rouge. Donc là le feu fonctionne. Donc il n'y a pas de il y a pas de quelconque priorité. Ce sont les feux qui vont régir donc la priorité sur cette intersection. Donc il n'y aura pas de priorité à droite. Les véhicules venant de droite auront également un feu rouge. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32.
Cet élément se nomme réponse A, une commande, réponse B, un commodo. Sur celui-ci, le symbole des feux de brouillard avant sont dirigés vers réponse C, la gauche, réponse D, la droite. Alors, important à savoir, ce type d'élément qu'il y a sur le volant, ça s'appelle un commodo. Donc, sur le symbole des feux de brouillard avant, les feux sont dirigés vers la gauche. Sur le symbole des feux de brouillard arrière, les feux sont dirigés vers la droite. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 33. Lors d'un choc à 50 km/h, les chances de survie sont de A 50%, B 20%, C 70%, D 90%. À 30 km/h, vos chances de survie sont de 90%. À 50 km/h, elles sont de 20%. Et au-delà de 60 km/h, elles sont quasi nulles. La bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 34. Pour un permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de A 80 km/h, B 90 km/h. Alors, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses autorisées selon les routes et selon le temps, on voit que ici, un probatoire a une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, alors qu'une personne qui n'est pas en probatoire à une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Mon véhicule est immobilisé sur autoroute. Je place le triangle de présignalisation 30 mètres derrière le véhicule.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça montre si tu connais réellement ton code de la route ou pas. Vous faites souvent cette erreur sur cette question, souvent parce que vous avez été, il faut le dire, mal formé en fait. Voilà, vous n'avez pas suivi une bonne pédagogie. Euh, alors, vous savez que sur autoroute, il est interdit de sortir de son véhicule. C'est strictement interdit de marcher sur l'autoroute. C'est une infraction. D'ailleurs, votre temps de survie sur autoroute, lorsque vous êtes un piéton, ne dépasse pas 20 minutes. Donc, sur autoroute, lorsque mon véhicule est immobilisé, je ne mets pas de triangle de présignalisation. Je reste dans ma voiture, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, souvent vous confondez entre mettre un triangle de présignalisation sur autoroute et en agglomération. En agglomération, si votre véhicule est immobilisé, oui, vous devez mettre le triangle 30 mètres en amont de votre véhicule. Mais sur autoroute, surtout pas. C'est totalement interdit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Donc vraiment, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vraiment à aller sur la plateforme pour te former correctement. Parce que en fait, ça montre que t'as pas les notions nécessaires. Tout simplement. Allez, on passe à la prochaine question. Question numéro 36. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, on va se remettre la vidéo, on comprendra un peu mieux. Alors, si vous regardez bien, donc là, on est sur autoroute. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une sortie. Et regardez, juste là, on a un panneau 90 et là, un panneau 70. Seulement, lorsqu'on regarde notre compteur, là, on voit qu'on est, on est à 102 km/h. Donc, on est 30 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée sur la voie de décélération pour prendre la sortie. Donc là, effectivement, je ralentis fortement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 38. Je cède la priorité à droite aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, tu vas me dire, le véhicule vient de droite, je cède la priorité à droite. Je lui cède donc la priorité. Alors, oui, mais le problème, regarde bien les lignes de rive. En fait, il y a toujours des lignes de rive au niveau de là où la voiture noire est. Il y a toujours des lignes de rive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule sort d'une voie privée. Et s'il sort d'une voie privée, alors il n'y a pas de priorité à droite. C'est toi qui as la priorité. Et pas le véhicule qui sort d'une voie privée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 39. Dans cette situation, le véhicule blanc doit principalement contrôler. Réponse A, son rétroviseur intérieur. Réponse B, son angle mort gauche. Alors, pour répondre à cette question, tu dois d'abord connaître deux notions. Celui du champ visuel et celui de l'angle mort. Alors, le champ visuel, c'est quoi? Le champ visuel, c'est la portion de l'espace que tu vois avec tes yeux. En général, pour un être humain, le champ de vision binoculaire est d'à peu près 120 degrés. Un angle mort, c'est quoi? L'angle mort, c'est la portion de l'espace que tu ne peux pas voir. Soit parce qu'il est hors de ton champ de vision, soit parce que ton champ de vision est obstrué par un obstacle. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un véhicule, quand tu es dans un véhicule, d'abord tu auras ton champ de vision avant, ce que tu vois avec les yeux. Ensuite, tu vois autre chose aussi avec les yeux grâce au miroir, c'est-à-dire grâce au rétroviseur intérieur et extérieur. Grâce au rétroviseur intérieur, tu vois cette portion de l'espace. Et grâce au rétroviseur extérieur, tu vois cette portion de l'espace. Alors, tu verras bien ici que il y a deux portions de l'espace que tu ne peux pas voir, à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle les angles morts gauche et les angles morts droit. Alors, il y a aussi d'autres angles morts un peu moins connus. Tu vois, dans ta voiture, il y a des montants. Ces montants constituent un obstacle et donc vont obstruer ton champ de vision. Ils vont donc matérialiser des angles morts. Et aussi, tu vois, à l'arrière du véhicule, il y a deux petits points, en fait, qui ne sont pas couverts par les rétroviseurs. Ça aussi, ça constitue des angles morts. Je peux t'assurer qu'ici, s'il y a un vélo ou un tout petit scooter, selon le réglage de tes rétroviseurs extérieurs, tu ne le verras pas. Pour répondre à la question, la moto est située ici. Donc la moto, dans cette situation, elle est située sur l'angle mort gauche du véhicule blanc. Donc, pour répondre à la question, le véhicule blanc doit principalement contrôler son angle mort gauche, car de toute façon, sur son rétroviseur intérieur, il ne le voit pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire le champ de vision n'est pas de 120 degrés, il est de 180 degrés, je l'ai vu dans une autre application. Alors, le champ de vision binoculaire, c'est-à-dire le champ de vision que tu vois avec tes deux yeux, est bien de 120 degrés. Vous pouvez ouvrir un livre de médecine, vous pouvez appeler votre ophtalmologue et lui demander. Vous pouvez tout simplement aller sur Internet ou même faire l'expérience chez vous. Mettez-vous à l'arrêt, regardez un point fixe devant vous et vous verrez très bien que votre champ de vision n'est pas de 180 degrés. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au niveau de vos épaules. Et c'est normal, vous n'êtes pas un hibou. Après, c'est pas très important, c'est des petits détails techniques, mais scientifiquement,
le champ visuel et de 120 degrés, champ visuel binoculaire, à l'arrêt. Question numéro 40. Le régulateur. Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite et notamment ici le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici, vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie de dépassement. Hein, et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule. Donc, on se rabat dès que possible à droite, je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.